Vous m'entendez? Oui, c'est là, on a des nouveaux micros. On remercie bien évidemment la ville de Montpellier, la métropole. Et nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir pour représenter M. Michael Delafosse, maire de la ville de Montpellier, président de la métropole, Mme Gerhardt, qui est vice-présidente de cette métropole, et vice-présidente et présidente de la Maison des Relations Internationales, qui nous fait l'amitié de venir représenter Michael Delafosse et qui va dire quelques mots. Bonsoir à toutes et tous. Je suis vraiment très heureuse, très honorée d'être parmi vous ici ce soir. Je voudrais vraiment remercier Michael, cher Michael, Yankou, toute l'équipe de l'Institut, avec beaucoup de sincérité pour votre travail. Merci aussi bien évidemment à l'Université Paul Valéry pour votre travail. Nous travaillons main de la main et depuis longtemps. Je voudrais aussi vous saluer. Merci d'avoir bravé la chaleur pour être ici ce soir. C'est un petit peu plus frais qu'à l'extérieur et nous sommes vraiment ravis de vous accueillir. Donc, j'excuse bien évidemment le maire de Montpellier, Michael Delafosse, qui n'a pas pu être là, qui suit les travaux de l'Institut de manière extrêmement rapprochée. Et je voudrais, si vous me permettez, j'ai eu un petit peu de temps tout à l'heure, j'ai écrit quelques mots que je voudrais vous livrer, avant de bien évidemment saluer notre invité qui est parmi nous. Alors, on peut affirmer, pour reprendre la formule frappante de Michael Yankou, tirée d'un de ses chapitres de l'histoire de Montpellier, que la présence juive est sans doute consubstantielle de la création de la ville de Montpellier. Il faut avoir recours aux savoirs chrétiens et aux documents hébraïques, ainsi qu'aux documents archéologiques, pour tenter de voir dans la pensée, la synagogue médiévale, la maison de l'aumône et la maison d'études, autour desquelles s'était développé ce quartier. Avec suffisamment d'imagination, on peut alors apercevoir le peuple des Juifs du monde, cette foule de négociants, de copistes, de médecins et d'artisans, que les travaux des historiens nous ont appris à mieux connaître. On se prend à rêver à l'extraordinaire vie intellectuelle et culturelle qui animait alors ce quartier. Situé au carrefour de routes maritimes et terrestres importantes, parcouru de marchands, de pèlerins et de voyageurs, Montpellier ne pouvait rester à l'écart de la grande révolution philosophique venue de l'Andalousie et qui avait pour nom Maïmonide. C'est aujourd'hui Maïmonide et ses héritiers qui perpétuent au sein de l'Institut, qui porte le nom de l'auteur du Guide des perplexes, le souvenir de cette époque incroyable. En cette période de célébration, les 800 ans de la naissance de la faculté de médecine de Montpellier, je tiens à rappeler le rôle décisif que joua dans le transfert des connaissances et du savoir la communauté juive. De nombreux étudiants juifs venus d'ailleurs furent accueillis et formés à l'école de médecine de Montpellier dans un esprit de tolérance et une recherche commune du savoir, qui sont aujourd'hui encore le beau visage de Montpellier. Aujourd'hui, l'heure est à la responsabilité et à la vigilance. L'antisémitisme est une maladie de l'esprit, un crime contre la raison et contre le cœur qui doit être combattu radicalement. Cela commence encore et toujours par l'éducation et par la culture, par la connaissance curieuse et compréhensible de l'autre, par le mémoire du passé
et l'élan vers demain. Merci, merci du fond du cœur à l'Institut Maïmonide pour le rôle clé que vous jouez dans l'appropriation collective de cette mémoire commune. Ce soir, comme tout au long de l'année, nous sommes à vos côtés pour accueillir Monsieur Stuzinski, à qui je souhaite, au nom du maire de Montpellier, un immense bienvenue à la Montpellieraine, donc plein de chaleur, dans cette belle ville. Monsieur Stuzinski, vous allez nous éclairer sur l'histoire des communautés séparades et des maranes, mais aussi vous allez nous parler de ce pont d'histoire du Portugal qui entre en résonance en quelque sorte avec des événements récents que nous connaissons toutes et tous. Ce soir, soyez assurés, cher Michael, de notre soutien constant, continu, affirmé, résolu. Et soyez certains qu'avec Michael Delafosse, le maire de Montpellier, nous ne faiblirons jamais dans le soutien sans faille que nous apportons à toutes les causes, prônant et défendant le respect et l'égalité de toutes et tous. Je vous souhaite une très très bonne soirée et merci à tout le monde d'être là. Merci. Nous savons la proximité de Michael Delafosse, de vous-même, de l'ensemble de l'équipe municipale, à l'endroit de l'Institut Maïmonide, de sa mission, de ses travaux. On essaye effectivement de perpétuer avec notre programmation, on essaie de faire vivre effectivement cet esprit qui soufflait dans les rues de Montpellier au Moyen-Âge, une rencontre judéo-chrétienne autour du lait gréco-arabe. Et tout modestement, nous essayons année après année effectivement de perpétuer cette mémoire qui est liée au savoir. Si Montpellier, ce qu'elle est, le professeur Stuczynski le sait, c'est effectivement grâce à son école de médecine médiévale et à l'origine des rencontres judéo-chrétiennes autour du lait gréco-arabe. Et j'ai eu l'honneur et le plaisir de développer ce beau chapitre de l'histoire montpelliéraine médiévale de la faculté de médecine récemment à Heidelberg, à la maison de Montpellier. Montpellier et Heidelberg sont twin cities, sont jumelles. Et effectivement, le public allemand était très à l'écoute. Quand on sait la longue présence juive en Allemagne, même si les heures sombres de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, il y a eu quand même des rencontres majestueuses, vérifiables du point de vue du patrimoine matériel autant qu'immatériel. Donc, ce soir, l'Institut joue la prolongation. C'est pas parce que c'est le 12 juillet et que ça nous rappelle 1998. Mais on joue les prolongations parce qu'effectivement, cette manifestation n'était pas prévue à l'origine, mais nous sommes heureux de ce partenariat qui va crescendo avec l'Université Paul Valéry. On a répondu favorablement à cette belle proposition de M. Bouglin de l'Université Paul Valéry Montpellier 3. Le printemps a été effectivement relativement dense, un printemps ensoleillé, et nous avons déjà, avec l'UPV et la librairie Sorens, accueilli Boris Cyrulnik au site Saint-Charles, le célèbre neuropsychiatre qui a présenté l'un de son dernier ouvrage. On a reçu également au mois de mai le professeur, l'ambassadeur Élie Barnaville, c'était dans la salle du conseil municipal de l'hôtel de ville, autour de son dernier ouvrage, Confession d'un bon à rien, et on a pu vérifier que Barnaville était tout, effectivement, sans coquetterie, sans modestie, il était tout sauf un bon à rien. Mais c'était un linge. Puis, effectivement, nous avons embrayé, passé la 4e vitesse avec Michael Darmon au mois de juin, célèbre journaliste, passé par TF1, France 2, Europe 1, la plupart des grands médias hexagonaux, nous a entretenu de la situation politique actuelle suite aux récentes échéances électorales. Et puis, parce que nous n'étions point fatigués, il nous fallait effectivement clore en beauté cette saison, ce printemps et cet été décidément riche, avec le professeur Stuczynski, qui est maître de conférence à l'université Bar-Ilan en Israël et qui va nous entretenir d'une conférence passionnante, vous l'aurez compris, le mythe de la conspiration juive. Merci encore Claire pour avoir dit quelques mots représentant M. Michael Delafosse, maire de la ville.
Il m'est agréable d'excuser également d'ouverture lors de ces moments protocolaires officiels de Carole Delga, présidente de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, et saluer la présence d'officiels, d'institutionnels et de présidents d'associations. Alors, ce soir, effectivement, Claude Stuchinski va nous entretenir du mythe de la conspiration juive, des marades et des communautés séfarades au temps de la restauration dynastique du Portugal. Il est maître de conférence au département d'histoire générale de l'université Bar-Ilan à Tel Aviv en Israël. Il a écrit un certain nombre de contributions en plusieurs langues, ses deux principaux domaines de recherche étant le phénomène portugais converso et les premières rencontres entre Européens et Amérindiens, en incluant le racisme moderne précoce et l'antisémitisme anti-converso. Il s'intéresse principalement à la relation entre la religion et la politique dans les périodes médiévales et modernes, et actuellement, il prépare une étude sur la dimension théologico-politique du phénomène converso, ce qu'il appelle le moment marano-paulinien, the Marano-Paulinian Moment, et parmi ses principales contributions, on peut citer notamment The New Christians in Portugal in the 20th Century, qui est paru à Jérusalem dans The Israeli Historical Society en 2005, sa contribution au Diccionario Storico dell'Inquisizione d'Adriano Prosperi et John Tedeschi, qui est paru à Pise. Pise, ça a été la première destination de l'Institut Maïmonide dans l'an 2000. On avait organisé une belle virée sur les traces du judaïsme toscan avec Pise, notamment avec Florence, qu'il a donc publié à la Scuola Normale Superiore di Pisa, et il est co-éditeur avec David Rensborn d'un numéro spécial du journal Jewish History consacré au Early Modern Portuguese New Christians Identities en 2011. Alors, effectivement, au cours de la longue histoire du mythe de la conspiration juive mondiale, les marades, vous savez ce que c'est, les marades, chrétiens à la ville, juifs à la maison, il va s'en expliquer bien mieux que moi, ont joué un rôle central, un rôle crucial pendant la première modernité, en particulier lors de la restauration dynastique du Portugal en 1640, à travers laquelle le royaume lusitanien recouvrit son indépendance. Alors, en s'appuyant sur des sources connues et d'autres inédites, cette conférence va s'intéresser aux questions suivantes. Pourquoi les chrétiens descendants des juifs ont-ils joué un rôle primordial? Ces chrétiens Oli Judei, autrefois juifs, dans l'histoire du mythe de la conspiration juive. Pourquoi ce mythe était si présent dans le monde ibérique au XVIIe, durant le règne du roi Philippe IV d'Espagne, et le gouvernement de son favori, le comte-duc de Vivas. Quel était le rôle des membres des communautés séfarades issues du maranisme dans ce mythe, et pourquoi la rébellion du duc de Bragance contre la dynastie Habsbourg au Portugal a éveillé des sentiments anti-juifs si virulents? En d'autres termes, voici une partie moins connue de l'histoire de l'antisémitisme. Pas employer le terme antisémitisme, c'est un anachronisme, le terme apparaît au XIXe, anti-judaïsme. Eh bien, en d'autres termes, voici donc une partie moins connue de l'histoire de la judéophobie, de la haine du peuple à la loi mosaïque, qui révèle le lien existant entre anti-judaïsme médiéval et antisémitisme moderne. L'histoire des Juifs portugais est tellement spécifique. Nous le savons, vous le savez, chers amis, rappelons qu'ils ont été expulsés d'Espagne par le décret de l'Alhambra de 1492, et ces représentants de la loi de Moïse avaient choisi le Portugal comme refuge, tout à côté. Ils sont chassés de ce pays en 1496, de même donc que les Juifs du Portugal, les Juifs lusitaniens. Et l'année suivante, en 1497, le roi Manuel transforme l'expulsion en conversion forcée généralisée. Et on doit se demander pourquoi. Eh bien, cette conversion forcée fut une mesure brutale, motivée par l'opportunisme du roi. Alors que l'Espagne pressait Don Manuel d'expulser ses Juifs, ce roi ne pouvait s'y résoudre. Pourquoi? Les Juifs jouaient un rôle trop important dans l'économie du pays. Et dans l'administration également, pour que cette mesure soit réalisable. Alors le roi Manuel, la seule façon de déjudaïser le Portugal était de convertir en bloc, avec l'espoir qu'avec le temps, la foi imposée finirait par être acceptée avec conviction. D'ailleurs, on le voit dans l'Europe, l'Église n'était pas dupe. Elle savait que la première génération serait moyennement chrétienne, mais que les descendants finiraient bons chrétiens. Il promulgua même son fameux édit de protection en mai 1497, promettant pendant les 20 années à venir aucune enquête sur les croyances des convertis. Mais en avril 1506, et c'est une date cruciale au début du XVIe siècle pour le Portugal, les nouveaux chrétiens de Lisbonne sont la proie d'une effroyable tuerie qui va faire 2000 victimes. Le roi Manuel, absent de Lisbonne, sanctionnera fermement par la suite de sa capitale et ouvrira alors les portes de son royaume, offrant le droit à l'immigration aux conversos, désireux de retrouver
leur judaïsme ancestral. Voilà quelques petits éléments historiques que je voulais donner sur l'expulsion des Juifs de la péninsule ibérique. 1492, l'Espagne, 1497, le Portugal. Voilà, je vous remercie de votre présence, vous êtes nombreux ce soir et je m'en réjouis. Je cède tout de suite le micro à Michel Leglin, puis ensuite le professeur Stuczynski qui interviendra. Merci Michael. Écoutez, c'est un très grand plaisir d'avoir parmi nous ce soir Claude Stuczynski. Je remercie la mairie de Montpellier, je remercie l'Institut également. Lorsque Claude nous a annoncé dans notre laboratoire Villette qu'il allait venir pour un séjour de recherche à Montpellier, il m'a semblé essentiel de profiter de son passage chez nous pour organiser une manifestation qui fut ouverte sur la ville, et c'est une chose aujourd'hui qui peut se réaliser. C'est un véritable plaisir de vous voir aussi nombreux, notamment dans des conditions aussi difficiles compte tenu de cette chaleur caniculaire par laquelle nous passons actuellement. Claude Stuczynski est un grand spécialiste de l'Inquisition espagnole et portugaise et des communautés séfarades plus spécifiquement. On a conclu ses travaux dont que Michael a évoqué. Et sans plus tarder, compte tenu de l'heure qui avance, je passe la parole à Claude pour sa présentation sur les mythes de la conspiration juive au temps de la Restauration au Portugal. Merci bien. Et, je suis très honoré d'être parmi vous et même très surpris, étonné de vous voir si nombreux. Je m'attendais à très peu de monde. Vu les conditions et peut-être un sujet qui ne se prête pas tellement à l'été, vous allez être d'accord. Mais vous allez voir que dans tout moment d'ombre, il y a aussi des étincelles de lumière, et les propos d'aujourd'hui n'est pas seulement montrer une facette tristement moins connue du mythe de la conspiration juive mondiale, mais d'essayer de donner encore à travers elle, et paradoxalement, lumière aux identités des marranes et à la puissante et très dynamique communauté séfarade d'Occident, et puis aux événements politiques importants qui ont eu lieu en péninsule ibérique, mais aussi, comme vous allez l'entendre, en France, à l'époque du cardinal Richelieu, car ce que je veux parler a un rapport, pas seulement indirect, avec ce qui se passe ici. Alors, premièrement, je tiens à remercier vous, le public, évidemment, et aussi la présidente de la direction des affaires internationales de la mairie de Montpellier, qui m'a très chaleureusement accueilli, et je le remercie de tout cœur, cette chaleur, et aussi Michael Yacoub de l'Institut Maïmonide, à tous les organisateurs qui font partie de cet institut, et bien sûr à mon ami Michel Leglin, à travers l'hispanisme et aussi la sensibilité pour explorer l'histoire, c'est pas seulement des vainqueurs, mais aussi des vaincus, en péninsule ibérique et ailleurs. Et ces affaires-là nous tiennent beaucoup en commun. Et comme vous allez écouter bientôt, je ne veux pas parler seulement de ce qu'on peut parler histoire juive, ni non plus seulement d'histoire ibérique ou européenne, mais de la confluence entre tout cela. Alors la question que j'ai posée, que Michael a bien rappelé, c'est quel est le rapport entre la conspiration juive, le mythe de la conspiration juive, et un événement purement portugais et même catholique qui s'est déroulé à partir du 1er décembre de 1640, que c'était la révolte du duc de Brabance, avec une grande partie de la noblesse, contre ce qui régnait à l'époque aussi au Portugal, cela veut dire les rois habsbourgeois, et le ministre qui était le Richelieu de l'Espagne, alors le comte-duc de Olivares.
Quel est le rapport donc entre deux événements qui n'ont rien à voir? Eh bien, je vous dis tout de suite la réponse. Aucun rapport. Le rapport est dans la tête, et c'est ce qui caractérise la mentalité et la logique conspirationniste. La logique conspirationniste part de l'idée que les choses doivent être incomprises et secrètes, car si elles sont ouvertes et claires, il n'y a pas de conspiration. Donc, du moment où les choses n'ont aucune preuve, pour le conspirationniste, c'est la preuve même que les choses ont eu lieu. Et cette paradoxe qui peut nous susciter un sourire, vous l'avez trouvé certainement pendant la pandémie. En n'ayant aucune preuve, les gens disent « Ah, s'il n'y a pas de preuve, c'est que les médias cachent ». C'est-à-dire que la conspiration, elle, se base sur une illogique, ou sur une vision, je dirais, anti-empirique de l'histoire et de la réalité, car il se base, et paradoxalement, sa démonstration se base dans l'incapacité de démontrer les choses et de suggérer quelques pistes qu'on peut donc trouver les liens. Car la révolte du Portugal, du duc de Bragance, qui deviendra par la suite le roi Jean IV de Bragance, elle fait partie d'un événement ibérique général et européen plus général. C'est les années 640, le gouvernement du ministère de ministre Olivares et du roi Philippe IV, il commence à souffrir une série de révoltes dans tout le monde, que l'Espagne et que les autres bourgeois espagnols gouvernaient d'une façon ou d'une autre. Pensons à la révolte de Catalogne, qui s'était déroulée quelques mois auparavant, oui, en Catalogne. Pensons à des révoltes qui vont avoir lieu au sud de l'Italie à ce moment-là. Pensons des révoltes qui ont eu lieu même en Andalousie à cette époque. Des révoltes faillites au Brésil et celles du Portugal. C'est-à-dire les révoltes de Portugal qui vont amener aux Portugais à ce qu'ils vont appeler restaurer leur dynastie monarchique à travers d'un roi proprement portugais, c'est-à-dire Jean de Bragance, Jean IV de Bragance. En fait, c'était un événement qu'on peut le comprendre du point de vue local, mais ça fait partie d'un grand moment de crise générale habsbourgeois et de l'impossibilité du comte-duc d'Olivares de tenir un empire si grand et de réaliser une série de réformes centralistes pour récupérer l'empire habsbourgeois de toutes ces crises, et bien tout ça a passé à des mauvais moments. Rappelons aussi que c'est un moment où l'Espagne et la France sont en guerre. Et si on peut le dire d'une façon encore plus large, on est dans les phases, qu'on ne les savait pas alors, finales de la guerre des 30 ans. L'Espagne et la France se confrontent. Et c'est un événement qu'on doit tenir compte. Alors, quel est le rapport avec les Marans? Quel est le rapport avec les communautés séfarades? Et quel est le rapport avec le mythe de la conspiration juive? Alors, commençons par le dernier point, si vous voulez. Le mythe de la conspiration juive est ancien. On a des traits qu'on peut, par exemple, identifier dans les écrits apologétiques de Flav Joseph, dans lequel il essaye de faire face à toutes sortes d'accusations qu'on faisait certaines personnes, surtout en Alexandrie d'Égypte, contre le caractère particulariste du peuple juif. C'est-à-dire comment c'est possible une nation un peu éparpillée dans l'Empire, qu'elle veut garder sa spécificité et dire au même moment, on est loyal au monde hellénistique, on est loyal au monde romain. Eh bien, il y a eu des personnes, pensons à Pion et à d'autres, des personnes qui ont
dit non, c'est pas une loyauté complexe entre le particulier et l'universel, mais en fait, ça fait partie d'une sorte de presque plan de c'est détaché du reste de la population humaine à travers ce que les auteurs anti-juifs, judéophobes ou antisémites, si on utilise le terme dans le sens large, ils vont appeler la misanthropie des Juifs. Les Juifs, ils s'aiment qu'à eux-mêmes et ils n'aiment pas les autres. Donc, à cette idée que les Juifs habitent dans l'Empire hellénistique, qui habitent en Rome, et on peut les voir habillés et vivre comme les autres, mais tout en voulant garder une spécificité, il va y avoir ceux qui vont commencer à dire non, il y a ici quelque chose de caché. Il y a ici de caché, et il y a un plan caché qui fait partie de cette idée de misanthropie. Un deuxième moment qu'il faut remarquer de cette idée de la conspiration a beaucoup à faire avec cette région-là. Dans le XIVe siècle, les accusations que juifs, lépreux et musulmans avaient un plan secret pour envenimer la population chrétienne, s'est répandu dans les régions où j'ai l'honneur d'être parmi vous, et que ne pas dire quelques années plus tard, car ces accusations viennent autour de 1320, quand arrive la fameuse peste noire, dans lequel aussi on va parler d'un plan de conspiration, d'envenimer les puits d'eau, dans lesquels les Juifs vont faire, cette fois-ci, vont avoir un rôle prépondérant en comparant à la précédente accusation des années 1320, où on accuse une certaine minorité, n'est-ce pas, qui habitait un peu dans les marges, juifs, lépreux et les musulmans de Grenade du sud de l'Espagne. Et alors là, selon l'historiographie, on saute jusqu'à le XIXe siècle. La France juive de Drummond, et bien sûr, le non moins triste des protocoles des sages de Sion, dans lesquels ils ont proposé comprendre pourquoi les Juifs ils sont tellement bien insérés dans toutes sortes de métiers. Pourquoi il y a des Juifs pauvres, des Juifs riches, pourquoi il y a des Juifs de gauche et des Juifs de droite, pourquoi il y a des Juifs qui sont religieux et d'autres athées ou qui se sont baptisés. Donc l'idée qui va avancer la France juive et par la suite le protocole des sages de science, c'est qu'il y a un plan ici caché. En fait, s'il y a un propriétaire, un patron de l'industrie et un activiste parmi les ouvriers, et ils sont juifs, c'est pas par hasard, ils sont main dans la main en train de s'aimer le chaos pour pouvoir régner sur la terre. Il faut contrôler les journaux, il faut contrôler les médias, etc., etc. Et il y a beaucoup de chercheurs, parmi d'autres Norman Cohn, qu'à l'époque il a montré à quel point ce type de texte était délétère. Délétère parce qu'ils ont un rapport direct avec Mein Kampf de Adolf Hitler et avec la solution finale. Autrement dit, le racisme, l'antisémitisme racial va s'appuyer aussi et beaucoup sur l'idée conspirationniste. Alors, ce que je présente aujourd'hui, c'est un moment un peu méconnu, qui n'est pas un moment complètement dépourvu de cette histoire de la conspiration, car en la voyant, comme je vous les ai vite présentés, on dirait qu'il y a des moments, n'est-ce pas, éparses d'émergence de la conspiration. Mais là, dans le cas des Maharam, comme je veux bien essayer de le dire et très vite, on peut voir d'une façon au moins indirecte une certaine continuité. Et je vais m'expliquer de quoi je parle avant de rattacher tout ça à ma première partie, c'est-à-dire à la révolte de la dynastie des Bragances de Jean IV contre le comte-duc de Olivares. Et le phénomène Marat était évoqué, le phénomène des conversions en masse des Juifs
en Espagne, au Portugal, mais même en Sicile. Le fait que des dizaines de milliers de juifs ont beaucoup contre leur gré, mais beaucoup d'autres, de plein gré, embrassé la chrétienté, mais d'un coup, et a donné lieu à un phénomène qu'on appelle en France phénomène Maran, mais qu'en réalité c'est un phénomène très varié. Car parmi les Marans, il y a certains qui vont essayer de garder leur foi juive, mais d'une façon ou d'une autre. Mais il y a d'autres qui sont des catholiques convaincus, et très importants, surtout dans le monde ibérique. Hein, comment ne pas penser au mysticisme espagnol catholique sans Teresa de Ávila, sans rappeler ses origines maranes juives de sa famille. C'est-à-dire que le phénomène maran, c'est un phénomène qui a créé une sorte d'explosion identitaire. Car ces gens-là étaient poussés, beaucoup d'entre eux, à devenir ce qu'ils n'ont pas voulu. Et même ceux qui ont voulu, souvent, ils devaient faire face à la suspicion et parfois à l'ostracisme, en disant non, toi tu ne peux pas être chrétien convaincu car tu as des racines juives, tu es suspect. Et on a au moins deux institutions qui se sont occupées de perpétuer cette suspicion. L'Inquisition, car l'Inquisition, c'est pas seulement, elle s'occupait de découvrir des cas de crypto-juifs, et réels ou imaginaires, mais elle avait toute une machinerie de propagande qu'elle faisait dire à tout le monde, eh bien la majorité de ces gens-là, hein, les générations passent, mais ils ne sont pas des chrétiens sincères. Et la deuxième institution, c'est les connues lois de pureté de sang, qui vont s'installer progressivement dans le monde ibérique. Disons qu'à partir surtout de 1449, mais ça va s'accepter de plus en plus dans certains collèges d'université, dans la plupart des ordres religieuses, dans les ordres militaires, dans la noblesse, dans une certaine chose, qu'ils vont demander d'amener des preuves de pureté de sang pour pouvoir accéder aux élites. Bien sûr, les lois de pureté de sang, las leyes de pureza de sangre, elles n'ont pas seulement touché les marins, mais aussi d'autres personnes comme des gens d'origine musulmane. Et par la suite d'origine noirs, africains, ou d'origine de plébéiens et d'autres. Mais comme elles étaient des lois qui visaient surtout à empêcher si vous voulez, la montée sociale, elle a effectivement plutôt touché à des marins car, par des raisons socioculturelles, c'était surtout des chrétiens d'origine juive qui, oui, pouvaient faire accès aux universités et à la noblesse, etc. Et ils étaient visés par cela. Donc ce que je voulais dire en premier terme, c'est que comme à l'époque du 19e siècle, au début du 20e, quand Drummond ou la police secrète du tsar russe ont fabriqué les protocoles de Saint-Spression, de la même façon qu'à cette époque-là, le juif moderne veut dire beaucoup de choses. Il n'y a pas un juif moderne, il y a tout un éventail, n'est-ce pas, de c'est quoi être juif, n'est-ce pas, avec la modernité. Eh bien, le baptême en masse des marans a créé quelque chose qui n'est pas identique, mais qui a certains traits d'analogie. C'est-à-dire des personnes qui ont des identités diverses, mais qui a des institutions ou des personnes qui s'occupent à dire non, non, tu es un peu différent et tu es suspicieux parce que tu portes le sang juif, ou bien parce que tu as un oncle qui était jugé par l'Inquisition comme judaïsant, et donc toi, certainement, tu aboutis à la loi de Moïse. Encore une fois, c'est pas qu'il n'y a pas de marins judaïsants, mais ils ne les sont pas tous, et même il y a plusieurs que probablement ils seraient tout à fait intégrés dans la société catholique si jamais il n'y aurait pas eu cette inquisition et cette loi de pureté de sang qui ont produit ce qu'on appelle en psychologie sociale
le phénomène de prophétie autoréalisante, self-fulfilling prophecy, n'est-ce pas? Vous mettez contre le mur quelqu'un, vous lui dites vous êtes ci, vous êtes ci, vous êtes ci, et la personne parfois, elle est jetée dans les bras des accusations, n'est-ce pas? On ostracise les minorités, et peu importe d'où elles viennent, et au lieu d'essayer de les intégrer, et souvent le résultat est contraire, car les minorités, au lieu de se sentir à l'aise, elles cherchent cette identité qu'elle est donnée par la majorité. C'est un phénomène qu'on peut voir même aujourd'hui, je pense. Mais dans cette époque-là, il y avait les marins qui étaient très variés de tous les points de vue, mais qui avaient toute cette idée. Et alors, on arrive à l'époque où je veux parler quelques mots, les années 1640-1641. Qu'est-ce qui se passe ici par rapport aux marins? Eh bien, d'un côté, il y a des marins, je l'ai dit de toutes sortes, que certains d'entre eux, ils ne sont pas la majorité. Ils ont beaucoup réussi socio-économiquement. Ils ont même un consortium des investisseurs et des marchands marins, parfois venus du rien. Ils sont arrivés à devenir les banquiers, les assentistes, les financiers des rois habsbourgeois, et ils ont même déplacé les banquiers genevois qui donnaient l'argent, qui prêtaient l'argent au royaume habsbourgeois. Ça, je vous l'ai dit d'une façon très, très vite, surtout à partir de 1627, d'une façon générale. D'un autre côté, le fait qu'il y a cette élite d'entrepreneurs a amené à certains de ces assentistes, de ces banquiers, à essayer de mettre à fin l'ostracisme, la suspicion dont je parlais. Il y a eu des négociations pour obtenir un pardon de l'Inquisition ou d'obtenir un soulagement de l'exclusion sociale, n'est-ce pas? Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, ces marchands, certains d'entre eux, c'est dédié aussi au commerce international. Ils avaient des associés au Brésil et au Pérou, et puis en Séville, à Lisbonne, et puis ça arrivait à Goa et à Macao, n'est-ce pas, dans les empires espagnols, mais aussi au-delà de ça, inclus, mais pas seulement dans la diaspora séfarade d'Occident, Amsterdam, Hambourg, des endroits comme Libourne, ou Ferrare, ou Venise, et plus tard Londres. De fait, ces marchands marins, qui encore une fois étaient une fraction assez petite, mais très voyante, n'est-ce pas? Ils avaient des rapports des familles, parfois, mais surtout de commerce, aussi avec des juifs séfarades, que eux-mêmes étaient souvent des marins, qui s'étaient échappés, pour le dire vite, du monde ibérique, pour retourner au judaïsme, mais ils continuaient à avoir des rapports de famille et financiers avec des associés dans le monde ibérique. Le sucre, par exemple, qui venait du Brésil, eh bien, parfois était marchandé par des marins, mais pas seulement, et des juifs de Amsterdam. Donc pourquoi je dis tout cela? Parce que d'un côté, on voit ce moment de ces mythes, de la montée de la puissance des banquiers, d'origine marin portugais dans la cour de Madrid, d'un côté, et d'un autre côté, l'existence d'un commerce parfois interrégional et parfois international, dans lequel Maran faisait des affaires avec des juifs séfarades, mais bien sûr avec des chrétiens et des musulmans et bien d'autres. Autrement dit, c'est un moment dans lequel paraît très propice la renaissance du mythe de la conspiration. Comment expliquer donc ces réseaux? Eh bien, une conspiration.
Eh bien, une conspiration. Alors, pour donner un pas en avant, je veux dire que cette idée de conspiration marane, en fait, elle naît un peu avant. Et elle naît, disons qu'un siècle avant, plus ou moins. Elle naît au XVIe siècle, et par la volonté de l'archevêque de Tolède de l'époque, et cardinal, et Silicio, d'imposer d'une façon très puissante les lois de pureté de sang dans l'archevêché de Tolède et en général. Et semblerait-il que dans son milieu est sortie une petite correspondance très intéressante qui appelle la correspondance entre les Juifs d'Espagne et les Juifs de Constantinople. Et je le résume en 2 mots, c'est 2 petites lettres que soi-disant, pas les Juifs, mais les Maranes, appellent à ses confrères à Istanbul, à Constantinople, confrères séfarades juifs, en leur disant « on nous a convertis à la force, qu'est-ce qu'on fait ?» Réponse des soi-disant des Juifs d'Istanbul « restez chrétiens, envoyez quelques de vos enfants à être des prêtres pour s'aimer l'hérésie, et quelques de votre enfants qui étudient la médecine et la pharmacie pour empoisonner les gens, et d'autres gouverner le commerce, comme ça vous allez amener une inflation et vous allez monopoliser le commerce. » C'est-à-dire que dans cette, et je résume, dans cette correspondance fictive apparaît déjà cette idée de la conspiration. Alors cette fausse correspondance, elle était restée plus ou moins discrète. C'est-à-dire elle était utilisée à l'époque, comme je l'ai dit, au XVIe siècle par l'archevêque et Silicio, mais elle est restée assez endormie. C'est-à-dire elle poursuivait à être citée dans certains livres, et soudain, dans les années 30, il y a un boom. Apparaît cette correspondance, mais cette fois-ci, elle a retravaillée. Et je vais donner un cas, et c'est le cas d'un travail littéraire fait par le grand écrivain espagnol Francisco de Quevedo. Francisco de Quevedo, dans une de ses œuvres, et qui veut attaquer d'une façon ironique l'Espagne de Olivares, du ministre dont je vous parlais, en l'accusant d'être mercantiliste, d'être machiavélien, en l'accusant que la seule chose qui l'importe, c'est l'argent et la raison d'État, et pas la religion chrétienne, et pas les valeurs. Et la preuve, c'est qu'il est prêt, Olivares, à appuyer les banquiers portugais. Hein? C'est des banquiers suspects de judaïsme. Comment? C'est la preuve que Olivares l'intéresse l'argent. Et l'intéresse le gouvernement, mais pas la catholicité, et la société traditionnelle espagnole. Eh bien, il va écrire un chapitre dans un de ses livres, La Hora de Todos. Il va écrire un épisode très important comme fiction qui s'appelle La Isla de los Monopantos, l'île des Monopantos. Et pour le résumer d'une façon encore très brève, Quevedo, en utilisant des anagrammes, il ne veut pas dévoiler publiquement les personnes, mais ce n'était pas difficile pour les gens de découvrir que derrière le nom Pragas Chincollos et Gaspar Conchillos, le vrai nom du conduc d'Olivares, et ainsi de suite, il s'imagine, à partir de la lettre de la correspondance entre les Juifs d'Espagne et de Constantinople, une réunion secrète qui était faite, qui était faite à Salonique, alors un centre important du judaïsme séfarade, entre Olivares et, disons, Chincollos et ses membres, et des représentants de la juiverie mondiale. Et parmi les représentants de la juiverie mondiale, il y a aussi les Maranes d'Espagne et du Portugal. Et dans cette réunion,
il planifie comment unir l'intérêt de faire de l'argent et de rester au pouvoir d'Olivares et l'intérêt de dominer, de détruire la chrétienté à travers l'argent des Juifs, soi-disant. Alors, ce texte qui est contre Olivares, et peut-être certains de vous le savent que Quevedo va être emprisonné par Olivares, entre autres à cause de ça, et est un texte finalement tristement important car il était la source indirecte d'une des sources majeures des protocoles de Sainte-Légion. Ça, c'est un fait peut-être pas tellement connu. Je rappelle que les protocoles de Sainte-Légion, que c'est la conspiration juive mondiale fabriquée par les services secrets du tsar de la Russie, et la police secrète a créé de toutes pièces à partir des sources différentes, et une des sources, c'est un roman historique d'un espion prussien du XIXe siècle, antisémite aussi, qui s'appelait Goethe, et lui a écrit un roman historique placé au XVIIe siècle et très influencé par Quevedo, qu'il a appelé Biarritz. Et dans cet roman historique, il y a une réunion secrète de la juiverie mondiale, pas à Salonique, mais à Prague. Ceux qui ont pu lire un des derniers romans de Umberto Eco, Le cimetière de Prague, en fait, Umberto Eco mentionne beaucoup ces romans de Goethe. Mais ce qui, à moi, m'intéresse ici, c'est qu'en fait, Goethe, il a lu Quevedo, il a retravaillé la Isla de los Monopantos pour la placer à Prague et lui donner un décor moderne, et les membres des agents de la police secrète du tsar, dans leur politique antisémite du début du XXe siècle, ils ont repris Goethe. Donc vous voyez que le moment de l'antisémitisme tsariste du XIXe siècle et des marins d'Espagne et de Portugal n'ont rien à voir, mais ils ont des affinités analogiques qui ont permis que l'un s'inspire de l'autre d'une façon indirecte. Maintenant, le dernier point que je veux développer, et je ne sais pas combien de temps j'ai, encore, ok, mais si vous êtes ennuyé ou quoi, on peut s'arrêter très vite, et à voir avec un document que j'ai découvert par hasard, et à toute ma surprise, à la Bibliothèque nationale de Jérusalem, en Israël, où j'habite. Il s'agit d'un manuscrit autour de 200 pages folio, écrit à la main, qui s'appelle plus ou moins « Colligation des Juifs hérétiques et rebelles et le roi et le rebelle duc de Bragance ». Et c'est un manuscrit qui essaye de dire ni plus ni moins que la révolte des Portugais contre le duc d'Olivares et le Philippe IV, le roi habsbourgeois, c'est le fait d'une colligation. Colligation, c'est pas jusqu'au bout conspiration, car conspiration vient de cet esprit d'avoir un même souffle. Ça, on le voit chez Machiavel et d'autres. C'est quoi conspirer? Avoir un même souffle, une même idée en tête. Mais plutôt l'auteur anonyme de ce manuscrit, dont je vais dévoiler de qui il s'agit, et il parle d'une colligation, c'est-à-dire d'une convergence d'intérêts. C'est-à-dire, il ne peut pas dire que le roi portugais est crypto-juif, car il est très catholique, et même l'archevêque de Lisbonne, il est derrière lui. Il ne peut pas dire ça. Alors, qu'est-ce qu'il essaye de dire? Qu'en fait, il y a eu une sorte de plan de convergence d'intérêts, de détruire l'Empire espagnol, qui représente la catholicité suprême, mais chacun selon ses propres intérêts et critères. Les Portugais veulent se révolter, les hérétiques, et quand ils parlent d'hérétiques, ils parlent surtout des Hollandais calvinistes. Ils veulent la destruction du Portugal dans les colonies, et surtout en Inde, et au Brésil,
Ah oui, les Hollandais commencent à être au XVIIe siècle des sérieux et concurrents des Portugais dans les colonies, hein, et de façon diverse, jusqu'à établir un Brésil hollandais pendant un certain moment. Et finalement les Juifs. Et quand il dit les Juifs, il inclut les marins. Il inclut les chrétiens d'origine juive. Et qu'est-ce qu'ils veulent, les chrétiens d'origine juive? Avec les Juifs qui sont à Amsterdam et qui sont à Hambourg, eux, par contre, ils veulent la destruction de la chrétienté. Ils veulent se venger de ce que les Espagnols ont fait, leur conversion, mais surtout, ils font partie d'une bataille cosmique entre le bien et le mal. Donc, le bien, c'est le catholicisme, incarné par l'Espagne, et le mal suprême, c'est le judaïsme. Si je me permets de vous donner une comparaison, c'est comme dans le comique de Batman et Robin. Batman, c'est Penguin, c'est Joker. Les Juifs sont Joker. C'est un mal qui est toujours là, et c'est un mal qui veut le mal en tant que soi. Car, à différence des Hollandais, des protestants qui veulent contrôler le commerce et diffuser le protestantisme, hein, non? Et les Portugais qui veulent, par mesquinerie et manque de fidélité, de régner sur leur place, sur le Portugal, les Juifs, ils veulent que le mal comme contraposition du bien. Alors, ce que j'essaie de dire, c'est que ces textes-là fait partie de ces moments conspirationnistes anti-marins, dont j'ai donné l'exemple de Francisco de Quevedo et de la correspondance de Juifs d'Espagne avec de Constantinople, car il fait partie d'un groupe beaucoup plus grand que ça. Je n'ai pas ici le temps de vous donner d'autres textes dans lesquels apparaît cette vision que si les banquiers des Olivares sont juifs, s'il y a des marins, s'il y a des marins qui sont aussi des banquiers du rebelle roi du Portugal, Jean IV, si les marins sont en contact avec des marchands séfarades en Europe et ailleurs, eh bien, c'est qu'il y a ici une sorte de conflagration dans laquelle participent les hérétiques protestants, mais aussi les alliés politiques des protestants, les Français, pour détruire l'hégémonie catholique, donc l'hégémonie habsbourgeoise. Donc le texte que j'ai découvert, d'un côté, fait partie d'un moment conspirationniste, dont les marins ont un rôle déterminant. Mettons, en n'ayant pas peut-être le temps de rentrer dans les détails de ces textes, je veux bien vouloir dire que je crois avoir découvert qui est l'auteur de ces textes-là et quelle est son importance. Si j'avais ici un écran, j'aurais pu vous montrer la calligraphie de la personne que j'ai retrouvée, et puis des échos dans d'autres écrits de cette personne. Mais pour le dire vite, je crois avoir été en condition de le prouver, que l'auteur, c'était un inquisiteur très particulier et très influent à l'époque. D'ailleurs, un ami de Quevedo, et un futur opposant d'Olivares aussi, appelé Juan Adam de la Parra. Je veux dire deux mots sur lui, encore deux mots sur le texte, et j'arrive en conclusion, et puis après, je serai ravi d'essayer pas de vous répondre, d'essayer au moins de vous répondre. Qui c'est Juan Adam de la Parra? Juan Adam de la Parra, c'est un homme qui a fait carrière d'une petite famille de la noblesse de Aragon, là-bas, de la zone de Logroño. Il est devenu notaire de l'Inquisition, il a étudié les lois, et subitement il a écrit un livre qui a attiré l'attention des hommes du pouvoir. Et ce livre-là, déjà, c'est un livre anti-juif ou antisémite, en tout cas il est anti-conversion,
en disant que, c'est un livre publié en 1630, que, voyez la contamination juive au Converso, que même il y a des inquisiteurs d'origine juive, ou même il y a des gens qui essaient de rentrer dans les postes déterminés de l'Inquisition malgré le fait qu'ils sont d'origine juive. Maintenant, et ça va le pousser dans l'échelon de l'Inquisition espagnole, ça va, pour le dire vite, l'amener d'un petit poste à Murcia, à Tolède, et en 1634, il va écrire un livre que, en principe, il y a très peu à voir avec les sentiments anti-juifs, anti-conversos, antisémites, que c'est la Conspiratio Heretica, que c'est un livre dans lequel il dénonce l'effet que Richelieu, la France des Richelieu catholiques, a fait une alliance pendant la guerre de 30 ans avec les protestants, avec les Suédois, avec les Hollandais, avec des luthériens, et tout ça pour détruire l'Espagne catholique. Donc il essaye de dire que Richelieu c'est un hérétique, ou en tout cas il donne la main aux hérétiques. Alors, ces livres-là, quand la France et l'Espagne rentrent en conflit ouvert, va attirer l'attention du ministre, le comte d'Olivares. Pas parce que le texte est anti-converso, il est très peu, mais parce qu'il est anti-français. Et Olivares est en guerre contre Richelieu, et en guerre contre la France. Donc, pour le dire très vite, Olivares va l'amener à la cour à Madrid, à cet homme-là, et c'est à partir de la cour que c'est Juan Adán de la Parra va écrire une série de livres en faisant partie d'un groupe de anti-propagande, des contre-propagandes anti-françaises et anti-protestantes. Alors je laisse ça de côté, car je n'ai pas beaucoup de temps et ce n'est pas mon sujet essentiel. Mais ce qui va l'amener à cet inquisiteur au summum de la confiance, c'est qu'il est un bon propagandiste et il est un anti-français et un anti-protestant pendant la guerre des 30 ans. Mais cet homme-là, il va aller bien plus loin que ce que Olivares est capable d'admettre. Il va ressortir sa veine anti-juive, antisémite, anti-conversion, et il va écrire des textes dans lesquels de plus en plus vont figurer encore une fois le danger de laisser à des conversos monter dans le pouvoir. Alors je vous l'ai dit très vite, en 1642, Juan Adán de la Parra, comme Quevedo, va être jeté en prison par Olivares. Pourquoi? Parce qu'il a écrit anonymement une satire contre un banquier portugais d'origine juive, quoique lui-même catholique, Cortiços Villasante, en accusant qu'avec l'argent, ces juifs-là, à l'appui de Olivares, Olivares va les découvrir, il va être jeté en prison. Mais juste quelques mois auparavant, va être écrit le texte dont j'ai découvert, la colligation. Et dans la colligation, cette fois-ci, c'est qu'il va dire encore, je résume, l'inquisiteur Juan Adán de la Parra, c'est qu'en fait, la révolte des Bragances dynastiques contre les Habsbourgeois, elle a pu avoir lieu grâce aux Marans et aux Juifs et à leur capacité de communication, d'argent et d'influence, de réaliser cette colligation d'intérêts entre les autres. En principe, et je termine, en principe, Olivares devait être content, car les Portugais se révoltent contre lui, n'est-ce pas? Seulement que dans cet écrit, et j'aurais pu vous le montrer, Juan Adán de la Parra, il critique d'une façon presque ouverte Olivares, en lui disant « Tu étais très tiède avec la révolte portugaise, tu aurais dû immédiatement la casser. Et encore pire,
il dit, l'auteur anonyme, donc je sais que c'est Juan Adam de la Parra, tu es trop gentil avec les banquiers portugais. Si tu ne veux pas que ça arrive en Espagne, ce qui est arrivé au Portugal, tu dois empêcher qu'il puisse arriver à des postes d'influence. Autrement dit, ce qui explique que ce texte-là n'a jamais été publié et qu'il a une copie manuscrite unique, et c'est une copie dans laquelle Juan Adam de la Parra, c'était une épreuve pour être amené à l'imprimerie, envoyé à l'imprimerie, pour être publié. Ce qui l'a empêché d'être publié, ce n'est pas les attaques contre le Portugal, c'est les attaques contre Olivares, contre l'Espagne, contre une vision trop, on dirait, philosémite, si on pourrait dire, de Olivares, mais qu'en réalité était mené pas par des considérations éthico-humaines, mais des considérations politico-économiques. Alors pour terminer, je vous dis, je peux développer plus le sujet car il y a beaucoup à dire là-dessus, mais vous voyez que le mythe de la conspiration juive, quand on la regarde dans l'histoire, il y a des moments qu'elle apparaît d'une façon forte, il y a d'autres moments que moins, c'est moins le cas. Mais en général, le lien en commun entre tous ces moments de phobie et d'obsession conspirationniste, c'est quand vous ne pouvez pas voir et identifier les juifs immédiatement. Dans tous les cas, les juifs hellénistiques qui ressemblent aux autres. Hein? Et les maranes qui sont chrétiens, beaucoup d'entre eux, qui sont éparpillés. Ou les juifs modernes, après l'émancipation, et bien sûr, le processus d'acculturation et d'assimilation. Donc on peut voir ici, ça c'est d'un côté, qu'il y a une sorte de typologie ou des conditions historiques qui facilitent pour ceux qui ont la haine de tisser ces mythes conspirationnistes. Et la dernière chose, c'est le côté diasporique. Pas seulement le fait de ne pas savoir qui est qui, sinon le fait, dans tous les cas, de voir une minorité dispersée. Une minorité dispersée. Et au lieu de se poser la question quelles sont les vraies raisons de cette dispersion, eh bien la réponse qu'il va donner le conspirationniste, c'est qu'il y a un plan. Cette dispersion n'est pas due aux persécutions, cette dispersion n'est pas due à la recherche de meilleurs horizons, etc., etc. Mais c'est une façon de dire maintenant j'ai une clé pour comprendre cette dispersion. Et dans ce point de vue aussi, tous les moments de conspiration, de phobie conspirationniste, soit dans les dernières époques que j'ai évoquées, et soit aujourd'hui aussi, car vous le savez, il y a encore des gens que, par exemple avec la pandémie, avec le corona, parmi les mythes conspirationnistes, il y a eu pas mal de mythes anti-juifs aussi qui sont ressurgis dans le net. Eh bien, il y a une certaine typologie similaire. Autrement dit, je ne veux pas dresser une histoire d'un continuum, d'une phobie, d'un préjugé, mais plutôt une histoire d'une typologie qu'elle surgit et quand certaines conditions se donnent. Et bien sûr, et la condition plus essentielle, c'est qu'il y a des gens qui ont de la haine, qui ont du préjugé et pas la bonne volonté. Et la volonté de voir dans la richesse humaine et des cultures, des religions, pas seulement une volonté de s'établir dans des endroits différents, de conjuguer différemment les identités, mais bien au contraire d'expliquer, ah non, la personne qui paraît la plus intégrée, en fait, il fait partie d'un plan secret. Hein? C'est une sorte de réaction contre l'intégration. Je vous remercie et je suis à votre écoute.
moderne. Merci d'avoir mis en lumière, parce que c'est un pan méconnu de l'histoire de l'antisémitisme, un pan méconnu du grand public, d'avoir mis en lumière effectivement l'histoire des Juifs de la péninsule ibérique, du Portugal, c'est des Juifs et des proto-Juifs. Et effectivement, la survie du peuple juif et les persécutions contre les séparats d'Espagne du XVIe au XVIIIe siècle. On va donner la parole au public. Il voulait juste de vous signaler qu'en 2009, j'étais à l'Université de Paris-Lac avec une délégation de l'Université j'ai enseigné plusieurs années là-bas, pour remettre une distinction au professeur Federstein. C'était un très très beau souvenir. On était à Paris-Lac, Federstein et de la délégation. Peut-être je voyais une Une ou deux questions pour le professeur Stuczynski. Je peux? Oui, Armand. Une voix plus forte. Je prends le micro ou je parle comme ça? Une belle voix. Une belle voix. Oui, j'hésite un petit peu à poser ma question, parce que je suis dans le doute moi-même sur l'interprétation que je dois faire de deux mots. Il y a des maranes où il me semble, je dis bien il me semble, que dans l'inconscient juif, il y a une sorte de connotation de faiblesse, de trahison en quelque sorte. Voilà. Vous me corrigerez puissamment si je me trompe. Voilà. Oui. Au contraire, quand nous parlons des Juifs qui, au XIXe siècle, en Allemagne ou en France, par exemple, ont abandonné la religion, soit pour le catholicisme, soit pour la laïcité et les valeurs républicaines, il me semble que nous avons une sorte d'indulgence et de bienveillance dans notre regard. Alors, est-ce que j'ai raison de dire qu'il y a effectivement ce double regard, ou est-ce que c'est moi qui ai exprimé ma propre subjectivité et qui suis dans l'erreur? Disons très vite, le mot maran, c'est un mot péjoratif. Au départ, port, le petit port, il y a toute une étymologie très ancienne qui pourrait l'amener même à des racines arabes du mot maran, de mahram, de khelm, interdit, enfin, des gens qui auraient mangé des viandes interdites. Hein. Ça, c'est l'idée du grand historien de l'étymologie espagnole, Corominas. C'est Juan Corominas qui l'avait suggéré. Maran, on l'utilise beaucoup en France, mais on l'utilise moins dans d'autres pays aujourd'hui. Au début il y a 100 ans de ça aussi en anglais, on utilisait, par exemple, Cecil Rhodes, le grand historien britannique, A History of the Marranos, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on préfère d'autres noms. On préfère conversos, judeo-conversos, et je veux dire personnellement que, comme le mot antisémitisme, c'est toujours un problème, l'utilisation des mots, car il y a beaucoup d'anachronismes, il y a beaucoup d'inexactitudes, mais parfois, je pense qu'il vaut mieux utiliser un mot que tout le monde connaît, en expliquant qu'est-ce qu'on veut dire par là, qu'adopter un nom que peut-être les gens ne vont pas comprendre, des fois on parle. C'est-à-dire en France, on utilise encore le nom maran, étymologiquement, n'est pas le meilleur nom. Non. Je dirais juste à faveur de ces noms qu'au XXe siècle étaient revendiqués par certaines personnes, inclus d'origine marane, comme un stigme qui devenait quelque chose de dignifiant. Et on a dans l'histoire de l'humanité beaucoup de fois qu'il y a des termes, comme parmi les Afro-Américains négros, que si un blanc le dit, c'est très blessant, mais des Afro-Américains, c'est l'intègre pour dire, eh bien, c'est comme ça que vous nous avez parlé, eh bien, nous, on l'assume avec dignité et honneur. Dans les années 20 du XXe siècle, il y avait un leader d'origine nouveau-chrétien au Maran, au Converso, le capitaine Barros Passos, au Portugal, qui lui a revendiqué le nom Maran, pour dire Maran a une connotation péjorative, n'était pas le nom officiel
de ces gens-là, les gens en Espagne, on les était appelés confesos, o cristianos nuevos, des judíos. En Portugal, cristãos novos, ou homens da nação, les hommes de la nation. Presque jamais marranos, et c'était un mot interdit. Hein? Mais au XXe siècle, c'était revendiqué. Et on l'utilise. Il y a des historiens très importants que j'ai beaucoup de respect, comme par exemple Nathan Bastel, qui utilise le terme marin, que vous avez reçu avec quel bonheur. Et je pense que, autant qu'on veut, on explique qu'est-ce qu'on veut dire par là, je pense que c'est pas trop mauvais. Maintenant, ce que je voulais dire quand je parle marin, et faire très attention, les marins c'est pas synonyme de crypto-juifs. Non, comme j'avais dit, c'est un groupe de personnes très hétérogènes. Que vous avez des crypto-juifs, et vous avez des catholiques, et vous avez des athées, des syncrétistes, des panthéistes, mais tous ont quelque chose en commun, des origines et parfois une suspicion attribuée. Voilà. Alors par rapport aux juifs de la post-Haskalah, le post-Aufklärung, oui, il y a, bon, ça dépend qui, mais vous savez, il y a des gens qui aussi regardent l'assimilation juive comme quelque chose de très, très mauvais et très despectif. Et parmi les chercheurs et parmi des historiens. Moi, personnellement, je pense qu'on doit laisser les gens faire ce qu'ils veulent être dans leur vie. C'est-à-dire, on peut influencer par l'éducation, par la conscientisation, par l'exemple qu'on veut donner, mais pas commencer à donner de notes à les personnes selon qui veulent conjuguer leur identité d'une façon ou d'une autre, disons comme ça. Donc aussi quand on voit, comme vous voyez, le discours qui avait le grand penseur de la Kabbale juive, et pas seulement Gershom Scholem, suite à l'Holocauste, suite à la Shoah, et on peut comprendre contre l'assimilationnisme, je peux le comprendre à l'époque. Moi, personnellement, je dis chacun qui suit son chemin avec bon cœur, et c'est aux gens de convaincre et de dire, ok, peut-être une identité plus riche, elle serait une identité plus forte ou pas, mais ça, je pense qu'il faut s'abstenir à donner des qualificatifs. Si tu es un bon juif, un mauvais juif, un bon non-juif, un bon chrétien, un bon musulman, je pense que c'est le droit de chacun, n'est-ce pas? Oui. À propos des termes effectivement anachroniques et impropres, on a la même chose avec le terme ghetto. Ah oui. Employé de la municipalité qui voulait bien faire, de Pézenas avait marqué à l'entrée des quartiers juifs médiévaux ghetto. C'était anachronique et impropre, puisque anachronique veut dire apparu au XVIe à Venise pour désigner un quartier clos, de l'italien ghetto gettare, et impropre parce que effectivement le quartier était ouvert dans les juiveries landociennes. Voilà. Et quant au fait qu'on ait affublé certains juifs du terme chrétien de maramach, des cochons, on a souvent affublé les juifs de ce qui leur était le plus opposé. Les juifs ne consomment pas, effectivement, du porc. C'est comme pour le parasite, les juifs utiliseraient le sang d'un enfant chrétien pour réaliser le parasite à l'occasion du Pâques. Non, les juifs ne consomment pas de sang. La viande cachère, c'est une viande sans sang, etc. Monsieur Leguin, vous voulez... Non, peut-être des questions D'autres questions dans le public. Monsieur... De la pure curiosité, est-ce que vous pouvez nous faire l'histoire de ce livre que vous découvrez au musée de Jérusalem? Vous savez d'où il est sorti, comment il est arrivé là? Ah, quelle bonne question. Et j'ai une histoire partielle, et ce que je peux vous dire à ce moment-là, c'est que c'était un livre préparé pour l'imprimerie. Pourquoi? Parce qu'on voit les dédicaces et tout, et on voit la main d'un notaire ou deux, et puis la main de l'inquisiteur Juan Adam de la Parra qui fait ses égratignures, non, pas ci, là. C'est-à-dire, ce sont les épreuves. Ce sont les épreuves. Alors, maintenant, pour le faire simple, ces livres-là, il est arrivé en Israël et par le don d'un grand bibliophile
qui s'appelait Ignacio Bauer y Landauer. Ignacio Bauer y Landauer venait lui-même d'une famille autrichienne qui s'était établie au XIXe siècle en Espagne et travaillait pour les Rothschild. Ils ont construit une grande partie du bois du train d'Espagne. Ils se sont établis en Espagne. Seulement Ignacio, comme ça, n'avait rien d'un homme d'affaires, c'était un homme de culture, mais il avait beaucoup de moyens, donc une des choses qu'il a fait, il a acheté énormément de livres, et parmi cette grande collection, il a acheté un grand historien espagnol de l'histoire des Juifs d'Espagne, un des pionniers, et José Amador de los Ríos, qui est très important. Il a publié au XIXe siècle un livre pas exempt de préjugés, mais quand même très positif, Amador. Et pour lui, l'expulsion des Juifs, c'était une catastrophe pour l'Espagne, n'est-ce pas? Tout en ayant certains préjugés. Maintenant, d'où, si ça appartenait à la bibliothèque d'Amador de los Ríos, que Ignacio Bauer de Landauer a acheté, d'où elle venait avant, je l'ignore. Ce que je peux vous dire, c'est que Ignacio Bauer, pendant la Seconde Guerre mondiale, est dans une situation de précarité, même en Espagne, malgré la neutralité, entre guillemets, pas de Franco, il s'est enfui en Suisse. Et lui, en ayant peur, et il a essayé suite à la fin de l'Holocauste, n'est-ce pas, de donner sa bibliothèque hébraïque à l'université hébraïque, aujourd'hui la Bibliothèque nationale. Et c'est grâce à lui qu'on a une série de livres très rares, pour des manuscrits, entre autres l'impression de Incunabula, la première impression d'un des livres d'antisémitisme espagnol le plus horrible qui ait jamais été écrit du XVe siècle, le Fortalicium Fidei de Alonso de Espina, mais aussi d'autres textes que Ignacio Bauer l'a donné. Ignacio Bauer est un homme qui, je pense, qui n'a pas eu d'enfant, et je sais qu'en venant de Suisse à Haïfa dans les années 50, dans le jeune État d'Israël qu'il a appuyé, il est mort d'un attaque cardiaque, mais il a pu léguer, entre autres, ses manuscrits. C'est ce que je sais. Maintenant, une dernière chose, à travers sa calligraphie et son écrit, je peux avoir ce qu'on dit 2 pour le prix d'un, car en regardant dans l'archivo real d'Espagne, j'ai trouvé un autre texte anti-Marrano, anti-Converso, avec la même calligraphie. Et donc, et c'est un fragment, et donc je peux en déduire que c'est un autre texte écrit par le même inquisiteur, Juan Adam de la Parra, que jamais il a pu imprimer, et à mon avis, encore une fois, c'est parce que ce qu'il disait, il est allé trop loin par rapport aux politiques du conduc d'Olivares, que je le dis encore une fois, le conduc d'Olivares n'était pas philosémique comme certains l'ont dit au passé, mais il avait besoin de l'appui de certains marchands juifs ou marins pour pouvoir faire face au monde qui s'écroulait devant lui. C'est par des raisons mercantilistes qu'il avait besoin de ces gens, n'est-ce pas? Et lui-même, d'ailleurs, Olivares, il savait des anciennes origines juives aussi. Hein? Mais lui, il avait une vision, encore une fois, de modernisation de l'Espagne. Pour lui, la question religieuse n'était pas la centrale. L'important, c'était un pays moderne, un pays qui marche à une grande puissance. Bien sûr catholique, mais pas du type que les inquisiteurs les plus farouches voulaient défendre. C'est une autre idée de l'Espagne qui existait, mais qui n'a pas triomphé. Voilà. Merci. Merci, professeur Struczynski. Muchas gracias. Toda Rabba. On renvoie aussi aux travaux de Youssef Raïm Yerouchali, incontournable sur la question. Pour ce qui est de cette manifestation, j'aimerais également remercier les médias qui ont annoncé l'événement, Midi Libre, la Gazette de Montpellier, le Métropolitain, Radio Viva et Academ. Vous donnez rendez-vous après un break estival du mois d'août.
début septembre pour la traditionnelle Journée européenne de la culture et du patrimoine juif dont l'Institut Maïmonide est l'organisateur depuis une vingtaine d'années. Rendez-vous le dimanche après-midi à rue de la Baralerie pour découvrir ou redécouvrir l'un des plus anciens mikvot que l'on peut retrouver. Et puis on a parlé brièvement de Kabbalah. Et cette région occitane est liée, comme l'a rappelé M. ici, à l'histoire du mysticisme juif, avec les premiers documents kabbalistiques de l'histoire qui émanent au XIIe siècle de l'Académie du rabbin Abraham Ben David et de son fils Isaac l'Aveugle. On va recevoir en janvier Julien Darmon, qui est l'un des nouveaux spécialistes de l'histoire de la Kabbalah, après Gershom chez Lidl ou Charles aussi. Mais vous en saurez plus prochainement avec la belle brochure que nous sommes en train de réaliser avec le président délégué Charles Guy et le vice-président Roger Torgeman. Merci à Michel Deglin, à l'Université Paul Valéry pour cette belle manifestation. Reposez-vous bien, je pense surtout qu'on voit cet été, et on se retrouve à la rentrée. Si vous me permettez un dernier mot, je tiens à vous remercier et de citer une phrase qui n'est pas véridique si on parle de falsification qu'on est attribuée à Don Quichotte. A Don Quichotte, largan Sancho, señal que cabalgamos. Ils aboient Sancho, signal qu'on est en train de chevaucher. Et je vous l'ai dit, devant ce type de mythe d'époque, mais d'aujourd'hui, la meilleure réponse est continuer à chevaucher. Merci.